En 2024, le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a mené diverses initiatives en faveur des populations vulnérables. Au total, 237 456 personnes ont bénéficié des programmes mis en place, dont 58,62% de femmes. Ces actions affichent un taux d'exécution physique de 85,11% et un taux de réalisation financière de 96,25%. Les projets en cours, notamment le projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo PAFERT et le projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées au Togo, visent à améliorer significativement la situation des personnes vulnérables. Le PAFERT se concentre sur l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales à travers l'accès à la terre, l'amélioration du revenu, l'alphabétisation et la gestion financière. Comparé à 2023, le nombre de bénéficiaires a connu une baisse significative. L'année précédente, 933 484 personnes avaient été touchées, dont 54,65% de femmes et de filles. Les interventions de 2023 avaient concerné 259 817 personnes en situation de vulnérabilité. Le ministère avait également accompagné 364 945 enfants en matière de protection de l'enfance et 265 321 femmes dans des initiatives d'autonomisation. En outre, 43 401 personnes avaient bénéficié de programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Cette diminution du nombre de bénéficiaires en 2024 pourrait s'expliquer par une concentration des efforts sur des projets spécifiques visant un impact plus ciblé. Pour 2025, le ministère ambitionne de renforcer ses actions afin d'améliorer encore les conditions de vie des populations vulnérables. Depuis plusieurs années, le Togo envisage devenir une référence en matière de logistique. Pour cela, le pays dispose d'un vaste programme de modernisation de ses infrastructures. Le dit programme comprend des travaux de réhabilitation de plusieurs infrastructures, dont le port autonome de Lomé, l'aéroport Gnassingbé et Yadema et bien d'autres encore. Le but de tout ceci est d'améliorer la compétitivité du pays sur le plan régional afin d'attirer plus d'investisseurs en faveur de l'économie togolaise. Dans les détails, pour parvenir à ces fins, l'un des atouts du Togo est le port autonome de Lomé, qui est la seule en eau profonde de la côte ouest africaine, pouvant accueillir des navires de troisième génération. Pour accroître les capacités de ce port, des investissements majeurs ont été effectués depuis 2013, lesquels ont permis la construction de Lomé Conteneur Terminal LCT, dont l'objectif est de booster la capacité de traitement de transbordement. D'autres travaux, comme un projet de troisième quai de 450 mètres, capable de recevoir jusqu'à 7000 conteneurs de 20 pieds, ont été menés grâce aux différents financements. Aujourd'hui, si le port autonome de Lomé dispose de plusieurs atouts qui aideront à atteindre l'objectif du Togo, qui est d'être un hub logistique en Afrique de l'Ouest, le pays compte également sur le port sec de la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA, opérationnel depuis janvier 2022, pour accompagner le développement de son réseau portuaire et désengorger le port de Lomé. Notons que pour arriver à ces fins, le gouvernement togolais, ne mettant pas de côté le développement du réseau routier, a lancé de nombreux projets de construction et de réhabilitation. Même si le Togo dispose de plusieurs atouts pour devenir un hub logistique, ce qui sera un avantage économique pour le pays, il fait face à des défis comme la dégradation des routes nationales, un frein à ce programme. Alors qu'il importe plus de la moitié de son énergie du Nigeria et du Ghana, le Togo mise désormais sur le solaire pour développer l'accès à l'électricité pour tous. Selon un classement réalisé par l'Association africaine de l'industrie solaire, le Togo est classé 11e pays leader en Afrique avec 20,75 MW crête. Mais en termes de ratio watts crête par habitant en 2024, le Togo occupe la 20e place sur les 54 pays africains étudiés avec 8,5 watts crête par habitant. Par ailleurs, sur le plan continental, le classement en termes de capacité solaire installée en 2024 montre que l'Afrique du Sud occupe la première marche du podium avec 1235 MW. Ceci représente 50% du total des capacités installées sur le continent durant l'année écoulée. Rappelons qu'au Togo, la centrale Cheikh Mohamed bin Zayed de Blita, avec ses 50 MW crête, est la plus grande centrale solaire photovoltaïque de la sous-région.
L'intelligence artificielle, IA, continue de se positionner comme un catalyseur majeur de la transformation des entreprises à l'échelle mondiale. En Afrique subsaharienne, cette révolution technologique se fait de plus en plus sentir dans de nombreux secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, la santé, l'éducation et les services financiers. Une étude menée par le cabinet PricewaterhouseCoopers révèle que 65% des entreprises utilisant l'IA dans la région ont observé une amélioration de leur situation financière. Ce chiffre témoigne de l'impact croissant de cette technologie dans un environnement économique souvent marqué par des défis structurels. L'IA offre aux entreprises un éventail de possibilités pour optimiser leurs opérations en réduisant les coûts opérationnels grâce à l'autonomisation et en améliorant la prise de décision à travers des analyses de données plus fines. Les entreprises parviennent à accroître leur efficacité et leur rentabilité. Par ailleurs, l'IA permet une meilleure personnalisation des services et une anticipation plus précise des attentes des consommateurs, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus. Cependant, la transition vers l'IA n'est pas sans défi. En Afrique subsaharienne, le manque de compétences locales en technologie de l'intelligence artificielle et l'insuffisance des infrastructures restent des obstacles majeurs. Pourtant, pour les entreprises qui réussissent à franchir ces barrières, l'IA devient un levier de compétitivité, offrant des perspectives de croissance durable. Si les obstacles à l'adoption de l'IA demeurent, ces bénéfices pour les entreprises africaines pourraient se traduire par une transformation profonde des modèles économiques et une amélioration notable de leur compétitivité sur le marché mondial. Après les affrontements, les chants religieux retentissent à nouveau à Bukavu. Ce dimanche, les fidèles reprennent le chemin de la messe. Crispin n'avait pas pu se rendre à l'église depuis 6 jours. La semaine passée, dans la ville, il y avait une psychose générale. On ne pouvait pas vraiment aller à l'église pour aller louer l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai un constat qu'à la messe, il y avait tant de personnes. Et je suis très ravie parce que c'est une question de rendre grâce à Dieu parce qu'on ne savait pas si on allait arriver à cette date d'aujourd'hui. Le chef-lieu du Sud Kivu est désormais contrôlé entièrement par le M23. Les rebelles se trouveraient à environ 80 km de la deuxième ville de la province, Uvira, où des violences ont éclaté toute la semaine et auraient fait 26 morts selon le maire. Vendredi, des bâtiments officiels portaient encore les stigmates des pillages. Tous les bureaux de l'État ont été vandalisés. Et il y a même le tribunal de paix qui a été incendié. Il y a des écoles qui ont été cambriolées. Il y a de grandes personnalités qui ont été aussi visitées, notamment évêques, certains pasteurs. Sincèrement, c'était un spectacle désolant. À Kinshasa ce dimanche, le président Félix Tshisekedi a quant à lui redit son refus catégorique de négocier avec les rebelles. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné pour la première fois le Rwanda pour son soutien au M23. Deux vives critiques à l'encontre de son successeur. Dans une déclaration, l'ancien président Joseph Kabila a blâmé Félix Tshisekedi, l'accusant d'avoir contribué à la montée en puissance du M23 dans l'est du pays. Celui qui a passé 18 ans à la tête de la République démocratique du Congo estime que la mauvaise gouvernance du nouveau chef de l'État a joué un rôle prépondérant dans l'intensification du conflit. Il craint que ces violences ne s'exportent au-delà des frontières, évoquant une situation proche de l'implosion. Joseph Kabila a également remis en cause la réélection en 2023 du président Tshisekedi, qualifiant le scrutin de mascarade et accusant le gouvernement de museler l'opposition. Selon lui, Félix Tshisekedi serait devenu un maître absolu du pays, gouvernant avec intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire, ainsi qu'exil forcé d'hommes politiques, de journalistes et de leaders d'opinion. Un avis que l'ancien président Kabila a partagé dans un article d'opinion publié dans le journal sud-africain Sunday Times.
Avec une joie démonstrative, ils agitent un Marocain noir. La scène se veut historique et ce sont les paramilitaires FSR du Soudan qui l'amènent. Avec leurs alliés, ils viennent de signer une charte fondatrice pour un nouveau gouvernement. Un gouvernement parallèle à celui qui siège à Port-Soudan, contrôlé par l'armée soudanaise depuis le début de la guerre civile en avril 2023. Accusés d'exactions nombreuses, d'exécutions de masse à caractère ethnique, les FSR dominent dans l'ouest du pays et maintenant veulent fonder un État laïque, démocratique et décentralisé. Le moment est venu de repousser les Kizan, c'est-à-dire les islamistes et les ennemis du peuple soudanais. Il est du devoir des fils honorables et sincères du Soudan, soucieux des intérêts supérieurs du pays, de former un gouvernement. Depuis plusieurs jours, les FSR et leurs alliés étaient réunis à Nairobi. La signature est intervenue enfin dans la nuit de samedi à dimanche et se voulait un moment de fête. Le gouvernement reconnu du Soudan, par contre, est en colère. Nous n'accepterons pas que notre pays reconnaisse ce qui est appelé un gouvernement parallèle, a prévenu le ministre des Affaires étrangères en visite au Caire. La guerre au Soudan se terminera avec la victoire des forces armées soudanaises et des autres forces alliées, la résistance populaire. Quand ces forces auront défait la milice de soutien rapide, les FSR, là, ce sera la fin de la guerre. Avant cela, on ne peut pas l'arrêter, à moins que les FSR ne se rendent. Alors que l'armée soudanaise a repris plusieurs grandes villes ces dernières semaines, pour certains observateurs, les forces de soutien rapide, avec ce projet, veulent obtenir un plus grand poids politique dans la perspective de médiation à venir. Un policier kényan, membre d'une mission internationale déployée en Haïti, a été tué dimanche lors d'affrontements avec des gangs dans la région de l'Artibonite. Ce policier faisait partie de la mission multinationale dirigée par le Kenya, visant à neutraliser les groupes armés. Après avoir été blessé par balle, le policier a été évacué par hélicoptère. Cependant, il est décédé des suites de ses blessures. L'attaque a eu lieu dans une zone contrôlée par le gang Grand Griffe, responsable de plusieurs violences dans le pays. Ce décès représente un coup dur pour les efforts internationaux visant à combattre l'escalade des violences en Haïti. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, la violence des gangs n'a cessé de croître, mettant à mal la sécurité et la stabilité du pays. 200 policiers kenyans supplémentaires ont rejoint la mission en février. En Allemagne, la CDU, le parti conservateur, s'est imposé à l'issue des élections législatives de ce dimanche. Le parti d'extrême droite AfD réalise le meilleur score de son histoire et arrive en deuxième place, tandis que les sociaux-démocrates du chancelier sortant Olaf Scholz sont relégués en troisième position. Avec 4 millions de voix, le parti de gauche arrive au 4e rang. Les gars, plus de 4 millions de personnes ont voté pour le parti de gauche aujourd'hui. Ce sont 4 millions de personnes qui veulent un monde différent. Ce sont 4 millions de personnes avec lesquelles nous pouvons travailler ensemble au cours des prochaines années pour créer un monde meilleur, plus beau, plus juste. Nous sommes prêts. Vous l'êtes aussi. Je me réjouis de ces prochaines années avec vous. Dans son discours prononcé après l'annonce des premiers résultats, le chef du parti de gauche avertit les conservateurs et se dit prêt à s'opposer aux coupes dans le secteur social au cours des prochaines années. Le chancelier sortant Olaf Scholz a quant à lui reconnu la défaite de son parti, évoquant un résultat électoral amer. Un mois après son hospitalisation, le pape François reste dans un état critique. À 88 ans, le souverain pontife lutte contre une pneumonie et une infection pulmonaire complexe. Les médecins surveillent de près l'évolution de son état de santé. Cependant, les derniers examens révèlent également des signes précoces d'insuffisance rénale. Le pape François reste toujours dans un état critique. Les médecins indiquent qu'il présente les premiers signes d'une insuffisance rénale, mais que la situation est sous contrôle. Il n'a pas connu de nouvelles crises respiratoires depuis samedi et il continue de recevoir de l'oxygène à haut débit. Les médecins précisent qu'il est en alerte, réactif et a même assisté à la messe ce dimanche, mais son pronostic reste incertain.
Si le Vatican se veut rassurant, le pronostic reste réservé. Les médecins soulignent que la complexité de l'état de santé du pape nécessite un suivi constant et des traitements adaptés. Son âge et ses antécédents médicaux compliquant l'évaluation de son pronostic. Malgré sa fragilité, le pape François a tenu à suivre la messe, un signe de résilience mais aussi une source d'inquiétude sur sa capacité à reprendre ses fonctions à plein régime.